Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, que tout se passe bien pour vous. Je vous accueille dans ce nouvel épisode des Motivational Speakers, l'épisode qui donne la parole aux leaders d'aujourd'hui et de demain, qui change les lignes de notre société. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'accueille avec grand plaisir, Élodie Jacques qui nous accompagne. Bonjour Élodie. Bonjour Laura. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Merci de m'accueillir ici. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Alors Élodie, je te propose peut-être de te présenter déjà à nos auditeurs pour voir un petit peu ce que tu fais dans la vie tout simplement. Puis après, je te poserai quelques petites questions si ça te va. Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Élodie, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Et j'accompagne principalement des femmes entrepreneurs, des femmes salariées qui visent des postes à haute responsabilité, à rayonner dans leur vie personnelle et professionnelle, parce qu'il n'y a pas de raison de choisir, on a le droit aux deux. Voilà, donc mon objectif, c'est vraiment d'accompagner et de réconcilier la santé par mon outil principal qui est le corps avec la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Oui. Alors ça tombe super bien que je t'ai aujourd'hui en interview parce que le dernier podcast que j'ai sorti, c'était justement sur la santé aussi par le corps. Et c'est super intéressant ce que tu fais, notamment par rapport au burn-out. Quelles sont les différentes étapes peut-être par lesquelles passent les personnes en burn-out et comment je fais pour me relever d'un burn-out ? Vaste question. Les différentes étapes, c'est que souvent, déjà, il y a une perte de sens en fait dans le travail qu'on fait, dans la vie qu'on mène. Ça se présente par exemple par des petits indices comme dès le lundi matin, si on traîne les pieds et que déjà on est fatigué de la semaine avant même qu'elle ait commencé, c'est que déjà il y a un petit problème. De surcroît, quand on est entrepreneur, et je le dis aussi pour les entrepreneurs, parce qu'on a l'impression qu'on est en burn-out uniquement quand on est salarié, alors que non, pas du tout. Les entrepreneurs font très bien ça elles-mêmes, toutes seules, sans forcément avoir de patron au-dessus d'elles. Et c'est déjà des signes avant-coureurs quand on a mal au dos, quand on a mal au cervical, mal au ventre régulièrement, mal à la tête. Il y a le corps envoie tout un tas de symptômes avant ce qu'on appelle le burn-out, qui est vraiment quand le corps lâche. C'est un peu comme un élastique. Quand on tire, et au moment donné où il pète, eh ben, c'est ça le burn-out. C'est pas seulement de la fatigue, c'est pas seulement du surmenage, c'est vraiment un épuisement profond, physique et émotionnel qui se traduit par le corps. Donc, tu nous disais que c'est aussi finalement d'être à l'écoute de ces signes justement de quand ils se présentent de manière à peut-être éviter aussi ce burn-out. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est ce que je recommande justement, c'est d'avoir un maximum d'écoute et de faire attention aux signaux, de faire attention et de se faire accompagner le plus tôt possible quand on est dans des situations de vie un petit peu compliquées où on se rend compte qu'on accumule les événements de vie douloureux, qu'on accumule de la fatigue, qu'on accumule du stress pour éviter d'en arriver jusqu'au burn-out, parce que pour être passé par là, honnêtement, c'est mieux de s'en passer. Ok, ça marche. Et si c'est pas indiscret, combien de temps toi de ton côté tu as mis pour t'en remettre et qu'est-ce qui a été peut-être les éléments déclencheurs et comment tu t'en es sorti toi dans ton burn-out ? Alors, les éléments déclencheurs, c'est tout simplement le corps qui a lâché parce qu'à un moment donné, à force de trop tirer sur la corde, comme le mental ne veut rien comprendre, et ben, le corps a cette intelligence de stopper net et tout simplement, j'étais vraiment fatiguée au bout du rouleau à force d'être, notamment moi, j'avais subi 3 harcèlements au travail de 3 managers différents. Ça a précipité la chute, mais le burn-out, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça a toujours une cause personnelle. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand le corps lâche complètement, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter et de commencer à s'occuper de soi. Moi, la vie a fait que 3 semaines après mon burn-out professionnel, j'ai eu en plus un événement de vie particulier parce que j'ai failli perdre ma fille à 18 mois. Donc, ça a rajouté une couche. Voilà, pour dire que des fois, la vie nous amène en fait des événements où on a besoin de se cogner très très fort pour réagir. Et c'était mon cas parce que j'étais très dans le mental et j'étais très très butée. Donc il a fallu que je me prenne un mur à la hauteur de ce que j'avais besoin de recevoir.
Et c'est effectivement, voilà, être à l'écoute de son corps qui va permettre de déceler les prémices en fait du burn-out et de ne pas en arriver jusque-là. Mm. C'est super intéressant. Moi, il y a une question que je me pose. C'est est-ce qu'il y a des facteurs, typiquement, ou même des croyances ou des facteurs dans l'environnement professionnel? Donc, tu m'as déjà parlé du coup du harcèlement. On a déjà évoqué cette question, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, justement, qui peuvent participer à ce burn-out? Quels sont en fait les grands éléments potentiellement déclencheurs, peut-être qui reviennent ou qui sont souvent d'actualité? Oui, tu as raison parce que clairement, on dit qu'un burn-out, ça peut arriver à tout le monde. Oui et non, parce qu'il y a quand même des facteurs personnels qui vont faire qu'on retrouve de plus ou moins toujours les mêmes profils chez les personnes qui font des burn-out. Notamment beaucoup de personnes hypersensibles, puisque je sais que voilà, c'est ton créneau. Les personnes hypersensibles, les personnes qui ont du mal à poser leurs limites, qui ont du mal à dire non justement en entreprise, qu'on surcharge, qu'on surcharge, qu'on surcharge, et qui pour autant ne voient pas la nécessité de, à un moment donné, mettre des limites. Moi, je sais que c'est aller très très loin dans le poste que j'occupais, notamment même en cas de grossesse, enfin voilà, sur des choses où on pousse vraiment les gens à bout. Alors, on dit souvent, ça vient du domaine professionnel, ça vient du fait que ça soit un manager ou un chef qui va imposer telle chose. Moi, je vais te dire aujourd'hui que non, c'est à chacun en fait de faire preuve de responsabilité et de poser des limites. À un moment donné, le travail ne doit pas être synonyme de souffrance et on ne peut pas nous demander de faire n'importe quoi sous couvert de rentabilité au travail. Donc, c'est déjà déceler en fait ces petites choses quand ça va trop loin, quand on ne sait plus dire non, quand on se sent vraiment surchargé au niveau du travail, quand on n'a plus goût à rien, quand on n'a plus d'appétence dans la vie, et puis simplement, on n'a pas de vision en fait de où on va et de pourquoi on se lève tous les matins. Déjà, ça commence par là. Mm. Et donc, c'est vraiment de prendre la responsabilité aussi de dire non, en fait, hein. C'est ça, c'est quel que soit le manager, quelle que soit la personne qu'on a en face, c'est soit d'arriver à, ce qui n'est pas forcément simple, hein, d'ailleurs, d'arriver à se respecter, à poser ses limites, et puis à dire stop à un moment donné, quoi. Non, c'est pas simple, effectivement, parce que il y a dans certaines entreprises, et puis c'était mon cas, il y a une sorte de moule. Alors on essaye de se fondre en fait dans la masse, parce que dès qu'on en déroge, et ben forcément on dérange et puis c'est compliqué. Il y a la peur du rejet, il y a la peur de pas répondre aux exigences, dans certains cas même de pourquoi pas se faire virer. Enfin, du coup ça vient rentrer en problématique, mais disons qu'à chaque fois qu'on ne se respecte pas, à un moment donné, on va le payer. Donc forcément, il y a des secteurs d'activité où c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les domaines de la santé. C'est beaucoup plus compliqué de se faire respecter et puis de savoir dire non que dans d'autres milieux. Mais je pense que c'est vraiment une responsabilité personnelle de prendre soin de sa santé et de poser ses limites quand vraiment ça va trop loin. Et puis, il y a certaines périodes de vie où on a choisi un métier qui nous allait très bien, mais on est des êtres d'évolution. Donc, à un moment donné, 10 ans après, c'est pas forcément le métier qui nous correspond, comme à 20 ans, par exemple, quand on l'a choisi. Et c'est pas grave. Moi, je suis passée de l'administratif. Je travaille dans un gros cabinet d'audit au Luxembourg. Aujourd'hui, je suis thérapeute corporelle. Donc, tu vois, aucun rapport. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais n'importe quoi, je vais jamais aller là-dedans. Voilà. Par contre, se servir des événements de vie ou voilà, des choses qu'on a pour rebondir, pour aller vers d'autres horizons, bah, c'est possible, même quand on part de très loin, même voilà, quand la vie nous amène des choses hyper douloureuses, parce que là, pour le coup, j'ai eu 2 claques successives, et c'est possible. Et notamment, même chez les entrepreneurs, c'est important d'avoir conscience de ça, parce que souvent, on crée son activité, il y a la fougue du début, alors on travaille avec passion, alors on travaille, et finalement, on se rend compte qu'on peut très bien aussi faire un burn-out entrepreneurial sans patron, sans manager, sans personne. On a juste besoin de nous-mêmes, ça suffit amplement.
C'est un peu ça, c'est la question justement que j'allais te poser, c'est que j'ai l'impression que derrière, enfin moi de ce que j'ai pu voir aussi avec mes coachés, etc., que derrière le burn-out, souvent, moi je repère beaucoup une croyance limitante qui est très présente, c'est le syndrome de l'imposteur. Très souvent des mécanismes aussi de surcompensation, de se dire je suis pas à la hauteur dans ce que je fais et du coup il va falloir que je travaille 2 fois plus de manière à être à la hauteur, à montrer que j'ai une valeur professionnelle, etc. Oui, c'est ça. Il y a le syndrome de l'imposteur. De ce que j'ai observé, il y a la peur du rejet, qui est aussi Mm. vraiment quelque chose qui est très, très fort chez les personnes qui sont en burn-out, qui n'ont pas forcément toute la blessure du rejet, mais en tout cas, qui ont vraiment cette peur de ne pas se faire aimer parce que si elles disent non ou si elles se positionnent de telle manière, bah, du coup, elles vont pas se faire aimer par leurs clients, elles vont pas se faire aimer par leur entourage. Enfin, il y a vraiment cette question de positionnement. Et dans les métiers, notamment de l'accompagnement, enfin, tu le sais comme moi, c'est hyper important justement d'être aligné avec qui on est. Sinon, ça génère de toute façon tout un tas de frustrations et de problèmes aussi de développement au niveau de son entreprise. Parce qu'à un moment donné, si on fait les choses pour faire plaisir, mais qu'on ne les fait pas pour soi, de toute façon, on va avoir du mal à se développer parce que c'est tout simplement pas nous, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, moi j'ai l'impression que c'est aussi tout un travail finalement de développement personnel qu'on pousse à fond justement Mm. parce que notre entreprise aussi c'est nous et quand on est salarié, notre travail c'est nous et c'est une constante finalement dans notre évolution, c'est nous quoi. Notre Ouais, ouais, estime de tout nous-mêmes, simplement. la confiance qu'on a en soi et tout ça quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça part de l'estime de soi, ça part de la confiance en soi. Et puis comme tu disais, encore plus quand on est entrepreneur, notre entreprise, c'est nous. C'est vraiment notre essence. C'est ce qui nous donne du sens parce que sinon on ne l'aurait pas créé. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est la vision à laquelle on veut arriver. Et si on perd ça ou qu'on met les mauvaises choses dans le sens où on va faire des choses parce que on a regardé un petit peu sur le web, on se dit ah, bah ça a l'air sympa, ça va marcher, ou voilà, où on fait des actions qui sont contraires à notre propre fonctionnement, là effectivement ça va poser problème. Tout part en fait de l'identité et de l'affirmation de soi. C'est vraiment ces deux ingrédients qui vont faire qu'on va être aligné dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. Mm. Et c'est vrai que c'est pas évident au départ quand on se lance parce que tu perds finalement aussi le cadre qui t'était posé. Notamment, tu n'as plus forcément des habitudes. C'est à toi de reconstruire ces habitudes-là. Moi, je sais qu'au début, sur les premiers mois, j'ai galéré sur ça, hein. Ça a été un peu compliqué de me dire, OK, je me lève à 9 heures le matin, je me couche à 22 heures, je repose un cadre. Là, je prends quand même des jours de repos parce que tu t'aperçois que tu peux avoir la tentation de te dire, je bosse H24, 7 jours sur 7, sans t'accorder aussi des jours aussi off, en fait. Mm. C'est important aussi de repositionner, j'ai l'impression, ce cadre, même lorsqu'on est entrepreneur, même si on a envie que notre entreprise avance, de manière justement à ne pas s'oublier soi, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et c'est souvent la tentation parce que, et ça c'est chez tout le monde, tout ce qui est émotionnel ou notre ressentir notre propre corps, on va le faire bah, quand on est en vacances, quand on a le temps. Mais on ne se pose pas la question en fait qu'on en a besoin tous les jours. Et moi je parle souvent d'hygiène émotionnelle de la même façon qu'on a une hygiène alimentaire parce qu'on sait que si on mange n'importe quoi pendant trop longtemps, eh ben, à un moment donné, on va avoir des sérieux problèmes de santé. On sait que si on ne dort pas à un rythme régulier d'heures de sommeil, on va à un moment donné être épuisé et puis ça va poser des problèmes. Et au niveau émotionnel, c'est plus subtil. Alors on se dit, oh, bah, on va le faire quand on a le temps, on le fait, je vais prendre soin de moi cet été en vacances ou quand j'ai quelques jours de repos, justement. Mais ça ne suffit pas parce que les émotions, le corps, en fait, c'est tous les jours qu'on doit y porter de l'attention. Mm. Et ce n'est pas forcément des longues périodes, on n'a pas besoin de 4 heures par jour, mais c'est surtout prendre du temps pour soi tous les jours. Et de sur quoi quand on est entrepreneur, parce que par exemple des entrepreneurs, moi j'ai vu, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas forcément de conjoint, bah, elles dédient tout leur temps et leur énergie à leur entreprise. Et ça peut être problématique justement parce que du coup, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas tout le temps et l'énergie passe par l'entreprise. Mm. Or, l'entreprise, c'est une partie de nous, mais ça ne nous représente pas totalement. Mm. Et c'est vrai que et c'est toute une question aussi de se dire,
quand je cherche à être alignée avec mon entreprise, par exemple, et moi, ça a été un vrai questionnement aussi, même à titre personnel, hein, c'est à quel point est-ce que, tu vois, est-ce que c'est toute ma personne qui est dans l'entreprise? Est-ce que c'est un alignement parfait que je dois avoir? Ou est-ce que, tu vois, je mets une partie de moi dans l'entreprise et puis finalement, bah, je réserve le reste pour ma vie personnelle? Je trouve que c'est Mm. des questions aussi qui sont, qu'on se pose pas souvent et finalement qui sont aussi pertinentes, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, on parle souvent d'équilibre et on a l'impression, certains définissent l'équilibre comme si on devait faire 50-50, tu vois, 50-50 tout le temps. Pour moi, l'équilibre, c'est pas ça. Pour moi, l'équilibre, c'est trouver le tempo, le juste milieu entre bah, certaines périodes où on va avoir besoin de plus de temps et d'énergie pour notre entreprise et certaines périodes où on va avoir besoin d'un peu plus de temps et d'énergie pour notre vie personnelle. Tout en conservant toujours les deux à chaque instant pour pas que ça soit 100% du temps et que ça génère frustration, épuisement, stress et compagnie. Parce qu'effectivement, même bah, quand on a une vie de famille, quand on a un conjoint, des enfants, ça peut aussi poser problème quand on met trop de temps dans l'entreprise parce que ça génère bah, plus de temps de couple, plus de temps avec les enfants et ça génère finalement de la frustration chez tout le monde. Et l'idée, c'est un peu de trouver chacun son tempo parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes valeurs en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'aller trouver son propre tempo en fonction de son propre fonctionnement. Donc, ça en revient à se connaître. En fait. Mm. Ok, super. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu un apprentissage, on va dire, qui a vraiment changé ta vie? Et notamment par rapport à ce burn-out, euh, en quoi est-ce que pour toi, peut-être, ça a été aussi un apprentissage dans ta vie actuelle? Clairement, l'apprentissage que j'ai eu, c'est d'apprendre en fait à connaître mon corps et apprendre à le décrypter. Ça a vraiment été parce que quand j'ai fait mon burn-out, j'ai déménagé en fait puisqu'à l'époque on vivait près du Luxembourg. J'ai redéménagé en Alsace où j'avais toute ma famille. Et le hasard, on va appeler ça comme ça, même si on sait que ça n'existe pas, a fait que j'ai eu un poste en fait au Conseil de l'Europe et que je suis tombée en binôme avec une thérapeute psychocorporelle. Gros hasard, évidemment. C'est fortuit. Voilà, c'est ça. Et c'était une technique que je ne connaissais absolument pas. À l'époque, j'étais vraiment, on m'avait parlé des psychologues, mais alors, pour le coup, j'étais anti-psy, vraiment. Je ne voyais pas du tout dans le fait de parler qu'est-ce que ça allait m'apporter comme changement dans ma vie. Par contre, effectivement, en étant dans un bureau restreint, en binôme, seul avec une thérapeute psychocorporelle, n'est-ce pas? Du coup, les choses, voilà, à force de discuter, qu'elle m'explique sa méthode, qu'elle me montre juste en pression sur le corps, en quoi ça consistait un petit peu, ça m'a vraiment fait un électrochoc où j'ai dit, bah, alors là, la parole, pour le coup, ça me parlait pas, mais un outil qui passe par le corps, ça a éveillé ma curiosité. Je dis, ça me parle. Et c'est comme ça qu'en fait, elle m'a recommandé quelqu'un où j'ai commencé une thérapie psychocorporelle. Et 6 mois après, je rentrais en formation de thérapeute corporelle pour une autre technique, mais c'est des techniques voilà, qui sont approchantes. C'est juste pas exactement les mêmes outils, mais qui passent toutes les deux par le corps pour aider en fait les émotions à se libérer du corps et à avoir une réelle transformation dans sa vie. Et ça me parlait parce qu'on avait besoin de très peu de paroles. On allait directement à la source parce que le corps, contrairement à tout ce qui est verbal, il peut pas mentir puisqu'il n'y a pas l'ego qui est en train de, comme j'ai toujours, qui fout un peu sa mère là pour nous emmener là où c'est confortable, mais surtout pas là où on n'a pas trop envie d'aller explorer. Le corps, c'est binaire. Si tu appuies sur une douleur, c'est t'as mal ou t'as pas mal, mais il n'y a pas oui, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je réfléchis. Et ça, c'est vrai que ça a été, pour moi, ça a vraiment été une révélation quand je suis allée en formation. J'avais commencé par des formations en massage bien-être et quand j'ai eu connaissance de cette formation de thérapie corporelle, je me suis dit, ah ben, c'est ça que je veux faire. Ça a été vraiment comme un coup de foudre professionnel, on va dire, Ok. où je savais que c'était l'outil qu'il me fallait et forcément, à force d'expérimenter à titre personnel et durant cette formation, ça a été un réel apprentissage de vie que je continue d'affiner en fait tous les jours en ayant cette connaissance précise de mon corps, en sachant décrypter bah, les symptômes. Par exemple, si j'ai mal au genou, qu'est-ce que ça signifie parce que le corps est vraiment un GPS interne. Il va nous donner des indications sur des choses qui sont dissonantes en fait dans notre vie
en fonction de si j'ai mal à gauche ou à droite, ça n'a pas la même signification. Si j'ai mal à la tête ou au ventre, ça n'a pas la même signification. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup amusé de commencer à comprendre en fait ce mécanisme et de pouvoir utiliser déjà sur moi, de voir que je pouvais délier mes douleurs toute seule et qu'à force d'entraînement et d'accompagnement avec mes clientes, je pouvais les aider à vraiment transformer leur vie et se libérer d'autant plus vite qu'avec le corps, on va directement à la source. Donc, ça va beaucoup plus vite que par des thérapies verbales. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magique, quoi. Ok, super. J'ai tellement de questions en fait à te poser. Ou si je comprends bien ta technique, tu m'as parlé du massage. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres techniques que tu ajoutes à ça? Je sais pas, de l'EFT par exemple, la kinésiologie aussi. Il y a effectivement différentes techniques. La technique de base, en fait, c'est un mélange de plusieurs types de massages. Donc, on retrouve du shiatsu, on retrouve de la réflexologie plantaire, un tout petit peu de massage californien et aussi des techniques de relaxation coréenne ou de gestalt. C'est vraiment les outils principaux de la technique qui se fait normalement surtout du coup en présentiel, en séance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai rajouté effectivement 2 techniques dans mes accompagnements. J'utilise aussi, je suis formée en yoga du rire, je suis formée à d'autres techniques pour aller vraiment libérer le corps et aussi l'utiliser à distance. Parce que moi, ce que je trouvais important, c'est que les gens arrêtent de dépendre d'un praticien pour aller bien. J'avais vraiment cette envie d'amener les personnes que j'accompagne à de l'autonomie par rapport à leur corps, à comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment étudié, notamment aussi à travers les vidéos, pas les vidéos, les livres de Michel Odoul, qui expliquent vraiment la symbolique du corps. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai mal au genou, souvent c'est synonyme de manque de souplesse ou de flexibilité. Si j'ai des douleurs plutôt à gauche, ça va être sur le côté paternel. Si j'ai des douleurs plutôt à droite, ça va être sur le côté maternel. Ah, c'est Et super intéressant, toutes ces significations. C'est vraiment hyper passionnant, quoi, en fait. ah ouais, c'est hyper passionnant parce que le corps, on se rend compte qu'il est vraiment un GPS. Moi, j'appelle ça vraiment un GPS, une cartographie où quand tu commences à comprendre en fait comment le décrypter, eh ben, tu peux te rendre compte de là où ça dissonne. Enfin, en général, tu le sais déjà, mais tu le sais avec la tête ou alors tu n'as pas trop envie de le voir. Mais ça te permet de expérimenter dans le corps et surtout, j'accompagne mes clientes à utiliser des techniques même en visio à distance qui leur permettent de lever leurs symptômes. Mm. Et du coup, comme on est à distance, là, je suis sûre que c'est sans intervention de ma part. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai eu un suivi psychologique pendant 2 ans, mais je ressens pas de mieux-être. Parce qu'on était sur des suivis psychologiques classiques où la parole était uniquement mise en place, mais il n'y avait pas d'accompagnement au niveau corporel. Et en fait, on se rend compte que toutes les émotions, tout ce qu'on vit, ça peut être depuis la plus tendre enfance, mais même quand on était dans le ventre de notre maman, et des fois on porte aussi des couches des anciennes générations, va se cristalliser dans le corps si on libère pas l'émotion. C'est C'est comme ça. un enfant de 3 ans en fait, un enfant, enfin je dis souvent 3 ans, mais 2, 3, 4 ans, enfin un enfant qui exprime de la colère. Je pense que même tous ceux qui n'ont pas d'enfants vont savoir de quoi je parle. Il y a du mouvement et il y a du son. Parce que à cet âge-là, ils n'ont pas de filtre. Donc, l'émotion, elle sort brute de pomme, Ouais, mais ça permet qu'elle ne s'est pas en train de s'engrammer, de se cristalliser dans le c'est corps. ça. Et nous, à force de rajouter des couches avec l'éducation, le milieu professionnel, voilà, tout ce qu'on va vivre, où on va nous dire, non, il faut que tu te comportes comme ça, il faut surtout pas que tu exprimes tes émotions, ça n'a pas sa place en entreprise, enfin voilà, toutes les choses qu'on a tous entendues, ça va faire que progressivement, on va les refouler. Mais ça va aller se mettre quelque part dans le corps. Et à Ouais. force d'accumuler, c'est ça qui crée à un moment donné des symptômes physiques, d'abord légers et de plus en plus forts jusqu'au stade de la maladie, jusqu'au stade des maladies les plus graves. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il veut? Le corps, lui, il veut vivre. Il veut pas juste survivre, il veut vraiment vivre. Et du coup, le fait de laisser ces couches s'accumuler, lui, le corps, il va crier de plus en plus fort, jusqu'à temps qu'on l'entende. Et le Mm. burn-out, c'est ça, c'est en général, il y a des stades Mm. qu'on ne veut pas entendre, où on dit, mais non, mais moi, je suis plus forte, ça va aller. Surtout que le burn-out touche souvent
des personnes qui ont l'habitude de tenir la distance, qui sont fortes, qui ont un fort engagement au travail, qui ont envie de vraiment donner toute leur force et toute leur puissance. C'est pas des personnes qui font le minimum au travail, loin de là. Tout à fait. Et du coup, le corps, à un moment donné, il crie jusqu'à temps qu'on l'entende. Et si tu l'entends pas d'une certaine manière, il va t'envoyer la dose supplémentaire pour qu'à un moment donné, Jusqu'à un moment, oui, c'est ça. Au moment où oui, c'est ça. Jusqu'au tu n'as plus moment le où choix. tu acceptes, voilà, c'est ça. Tu n'as plus le choix que de l'écouter et puis d'être présent à toi-même, quoi. C'est ça. Et à partir du moment où tu comprends que les symptômes, ils sont pas là contre toi, ils sont pas là pour t'embêter, comme j'entends souvent, ils sont là justement pour t'aider et t'aiguiller dans ce que tu es en train de vivre. Et souvent, quand je dis, attends, quand on me dit, j'ai mal à tel endroit, ça a cette symbolique, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui. Oui, c'est Parce que logique. toi, tu fais la connexion, ils disent, oui, je vois pourquoi j'ai mal à cet endroit-là, quoi. Et du coup, ça permet une réelle connexion d'aller directement à la source, en fait, de ce qui pose problème, quoi. Ouais, j'avais été impressionnée des fois aussi par, si tu veux, même par certaines expressions qu'on peut avoir en français et qui sont très révélatrices. Je vais te donner un exemple très précis. J'ai un de mes proches, typiquement, tu sais, qui est utile pour tout le monde. C'est vraiment son truc, ça, je suis utile pour les autres, mais qui n'arrive pas à être utile pour lui-même. Et chez lui, il s'est fait une tendinite au bras droit. Ah oui. Ça envoyait vraiment cette image de dire, tu vois, son bras droit qui lui disait, bon, écoute, j'en ai marre que tu sois le bras droit maintenant, il va être temps que tu t'écoutes toi et que tu arrêtes d'être utile à tout le monde en t'oubliant, quoi. Et c'est incroyable, toutes ces expressions, même en avoir plein le dos, etc., tout ça, qui nous renvoient à notre corps, mais qui sont très vraies, en fait. C'est assez incroyable. Ah oui, complètement. C'est pas des expressions anodines, hein. Quand on en dit, comme tu disais, quand on en dit, on en a plein le dos. Voilà, ce genre d'expression, c'est vraiment significatif de ce qu'on vit au quotidien, et pas que physiquement, mais aussi émotionnellement. Et les émotions ont vraiment un énorme impact dans les symptômes du corps, alors que souvent on veut régler la cause physique ou alors on veut vite régler le symptôme. C'est pour ça que d'ailleurs on se rabat sur les médicaments qui vont juste cacher le symptôme, mais qui ne vont pas s'attaquer à la cause. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment du coup d'aller s'attaquer à la cause. Non seulement on peut lever des symptômes assez rapidement. Moi, j'avais une cliente l'année dernière qui avait une liste de symptômes vraiment longue comme le bras. Et en l'espace d'1 mois et demi, on a levé quasi la totalité de ces symptômes. Il en restait juste un qui était vraiment très, très ancien qu'on a dégagé pendant le séminaire. Mais voilà, il y a besoin de s'occuper du corps pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir aussi, parce qu'à force de se traîner des symptômes, c'est épuisant, c'est fatigant, ça a des impacts sur tous les domaines de notre vie parce que ça a un coût financier quand on est tout le temps en train de courir les médecins. C'est pas agréable et puis on peut pas se consacrer soit à son entreprise, soit à son activité salariée quand on est tout le temps malade ou quand on a toujours un petit bobo, quoi. Ouais, tout à fait. Et je te rejoins totalement. Et pour moi, si tu veux, les émotions, c'est aussi une énergie. Et quand elles se cristallisent, en plus, souvent, tu vas attirer en plus des événements qui vont un peu résonner sur la même fréquence en plus. Donc, Complètement, parce que le corps, il manifeste ce symptôme, mais c'est là pour te dire, attention, alerte rouge, il y a quelque chose dans ta vie, par exemple, tu n'es pas à ta place au niveau professionnel, ou tu as des conflits avec, je sais pas, avec ta maman, ton papa, enfin, peu importe, ou là, tu manques d'affirmation, là, tu manques de positionnement, là, tu manques de ci, là, tu manques de ça, et ça permet de vraiment réajuster les choses et d'aller déloger ce qui coince au niveau du corps. Et quand c'est libéré au niveau du corps, ça s'intègre et ça se transforme tout seul en fait au niveau de la vie, parce que du coup le mental va l'intégrer et ça va permettre de pouvoir changer des choses et de vraiment faire des grosses transformations de vie. Ouais. Hein, c'est très très puissant et j'ai l'impression que souvent on sous-estime à quel point notre corps intègre des mémoires, des émotions, des choses qu'il a vécues et nous on a l'impression que c'est refoulé, que c'est oublié, que c'est très loin dans l'inconscient, mais en réalité notre corps il a une intelligence mais incroyable
dont on n'a pas fini, je pense, de découvrir beaucoup de choses, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, parce que même là, les connaissances qu'on a, je pense qu'on doit être peut-être à 5% ou 10% de ce que vraiment de ce que peut faire le corps. Moi, j'ai vu récemment des émissions de, tu sais, de rémission presque miracle parce que les gens ont vraiment utilisé leur corps à un niveau C'est ça. vraiment très puissant, des choses qui sont inexplicables avec la médecine. Donc, c'est même pas tellement juste les petits bobos, même si on peut déjà commencer par s'en occuper par là, mais ça peut aller très très loin. Et Ouais. c'est vraiment notre meilleur outil pour d'ailleurs dont on ne s'occupe pas assez parce qu'on va tendance à s'en occuper. Donc, nous les femmes, quand on veut perdre du poids, alors là on va s'occuper de notre corps, mais avant, oh bah non, ça va aller, on va pas trop s'en occuper. Ou quand justement on a mal, c'est la douleur, c'est a priori, enfin chez beaucoup de monde, en tout cas avant, en tout cas des prises de conscience, c'est la seule chose qui va faire qu'on va commencer à s'en occuper ou à se faire accompagner ou à se préoccuper qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Mais même, j'ai l'impression, tu sais, dans la médecine conventionnelle, en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'énorme gap, justement, des maladies psychosomatiques qui existent, hein, qui sont bien réelles, entre, tu vois, la dimension purement psychologique où tu vas voir un psy, la dimension purement corporelle où tu vas voir un médecin quand vraiment tu as mal et quand ça vraiment se traduit par une maladie. Mais entre les deux, c'est vrai que finalement, bah, tu as tout ce qui est paramédical, justement, tout ce qui va être autre que la médecine conventionnelle, on va dire, qui maintenant, j'ai l'impression, commence à rattraper avec tout le champ, notamment des neurosciences, qui ont ouvert aussi à de nouvelles perspectives depuis les années surtout 90. Mais c'est vrai que c'est en perpétuelle évolution, en fait, j'ai l'impression à ce niveau-là. Oui, c'est en perpétuelle évolution et effectivement, on se rend bien compte que dans certaines pathologies, les médecins, on va dire traditionnels, sont complètement largués. Et je pense que tout le monde a une fois rencontré un médecin qui lui a dit: «Ah, mais c'est le stress», mais qui lui a pas donné de réponse pour C'est autant. ça. C'est du Voilà, c'est souvent mental. la Moi, c'est ce qu'on réponse. m'avait dit. C'est du mental, c'est le stress, c'est l'angoisse. Bah, oui, ok, mais OK, ça mais n'empêche qu'est-ce que que j'ai j'en mal, fais? quoi. Bah ouais, c'est ça. Voilà, parce que c'est bien beau de mettre tout, parce que ça, c'est typiquement quand ils savent pas d'où ça vient, ah ben c'est le stress. Ben c'est sûr, parce qu'a priori, toutes les maladies viennent de toute façon d'un Ah élément oui, qu'on c'est traite. ça. Bien Donc de toute sûr. façon, c'est sûr qu'ils prennent pas de grands risques en disant ça. Mais le problème, c'est que derrière, on va pas orienter vers les personnes adéquates qui vont permettre aux personnes qui souffrent Ouais, de c'est ça, ça. ou qui souffrent d'un symptôme, ou qui souffrent de burn-out, de se libérer et d'avoir un réel accompagnement. Parce que ce que j'ai remarqué dans le burn-out, c'est qu'aussi à un moment donné, il y a eu un effet de mode et que tout le monde s'est dit: ah bah c'est bien joli, ça a l'air lucratif, alors je vais commencer à soigner ça. Mais qui n'ont aucune idée pour n'être pas passé par là, ou en tout cas ne pas avoir compris en fait le phénomène, qu'il y a différentes étapes et de quelle manière Mm. on va Ouais. pouvoir le guérir définitivement. Ouais. À tel point que moi, je sais que quand j'ai commencé à en parler, on me disait: c'est pas possible de soigner un burn-out en 6 mois, c'est pas possible, c'est une arnaque. Euh, ou on va forcément rechuter parce qu'il y a la croyance que si on en a eu une fois, en gros, on est voué définitivement à en refaire à rythme régulier. Grand Dieu, non, heureusement. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il soit soigné dans le corps. Parce que C'est ça. moi, je sais que j'ai récupéré des clientes qui avaient déjà eu un suivi psychologique, mais comme c'est resté au niveau verbal, bah ça reste au niveau superficiel. Et tant que c'est pas libéré dans le corps, bah, le corps va amener d'autres, ou la vie va amener en tout cas d'autres situations qui vont nous amener à revivre sous un angle différent jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il y a quelque Mm. chose à régler. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu fais au niveau corporel, moi, je le fais plus au niveau, alors pas psychologique parce que je suis pas psychologue, hein, mais au niveau même médiumnique, au niveau de l'énergétique, des choses comme ça qui amènent aussi à ce type de prise de conscience et à identifier aussi où ça se situe en fait, à quel niveau ça se situe, est-ce que c'est au niveau de l'inconscient, de l'âme, du conscient, et à résoudre. Et ce qui est bien, c'est que dans le corps, là où je trouve que c'est exactement, enfin, que c'est vraiment un très bon outil, c'est que tu as un peu tout en un seul. En un seul outil. Tu as toutes Oui, les c'est mémoires ça. à la fois conscientes, inconscientes, subconscientes, au niveau de l'âme, tu as tout, quoi. C'est Oui, là où c'est tu as une ça. intelligence, mais incroyable, quoi.
c'est ça Ouais, aussi. ouais, mais comme tu dis, parce que je suis aussi praticienne en Reiki, donc c'est vrai que je mélange souvent aussi l'énergétique et le corps. Et c'est juste des angles différents, mais Ouais. ça va amener un travail beaucoup plus profondément, effectivement, Mm. que C'est quand ça, on reste au niveau superficiel. Et quand il y a c'est des ça. choses qui ne sont pas réglées, ben forcément, tu disais, le corps a une mémoire incroyable, ben il va sans arrêt te ressortir les situations que tu as besoin de vivre pour aller nettoyer ça. C'est pour ça que des fois, tu as l'impression de revivre toujours le même genre de situation, de tomber sur le même genre de Mm. partenaire, par exemple, Tout à ou de fait. revivre les mêmes situations au travail. Mm. C'est là où c'est important de faire un gros nettoyage. Bah, au Moi, niveau je des sais mémoires que, aussi, ouais. oui, au niveau des mémoires, Ouais. effectivement. Moi, je sais que j'ai failli revivre un deuxième burn-out quand je n'avais pas encore fait l'accompagnement parce que donc la mission après celle où j'ai rencontré la thérapeute psychocorporelle, j'étais dans un autre service et il était en train de se rejouer la même chose que j'avais dans mon précédent poste au Luxembourg. Et que Mm. si j'avais pas eu mes signaux d'alerte en me disant « Ouh là, là, il se passe quelque chose, c'est en train de se rejouer, on stoppe tout », Mm. bah, si j'étais allée au bout du truc, j'aurais pu revivre un burn-out Ouais, tout à fait. parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore soignée en fait de Ouais. mon burn-out, quoi. C'était pas résolu, tout à fait. Mais c'est vrai que ça, tu vois, moi je le vois beaucoup au niveau, bah, notamment des fois, je suis obligée d'aller jusqu'aux vies antérieures même des personnes pour Mm. désamorcer certains mécanismes, parce que tu t'aperçois que sinon elles reproduisent toujours les mêmes mécanismes de génération en génération et tout, et que bah, si tu désamorces pas ça, en fait, ça se reproduit de manière constante, quoi. Oui, Donc, oui, tout à fait. En général, tu vois qu'il y a une histoire générationnelle qui amène ben, tel type de blessure. Pourquoi j'ai plus une blessure d'abandon, de rejet, mm, d'humiliation? Enfin voilà, c'est jamais anodin. Moi, je sais qu'il y a des choses qui se reproduisaient chez la génération féminine de génération en génération que j'ai heureusement stoppé. Et voilà, et puis ma fille va se charger de stopper aussi parce qu'on n'a jamais fini, que de toute bien façon, voilà, sûr. on n'est pas parfaite. C'est comme ça. Mais par contre, quand tu fais ce travail, enfin, moi, je vois au niveau du corps, puisque c'est ce que je connais, tu peux développer cette conscience corporelle, développer cette intuition qui va te guider vers une vie qui est beaucoup plus légère et épanouie. Et ce que je dis souvent, c'est que ça ne veut pas dire que tu vas avoir une vie lisse. Parce Mm. qu'on croit souvent, moi j'ai des clients qui m'ont dit ça, mais oui, mais toi, tu es thérapeute, genre, il t'arrive plus rien. Ah ouais, non, pas du tout. Oh mon Dieu, non. Ah Il non! m'arrive plein de choses. Au contraire, quand tu dégages des couches, souvent, tu vois, la vie t'amène des niveaux supérieurs C'est ça. parce qu'elle sent que tu es prête à y aller plus fort et y aller plus intensément. Donc, elle se dit, c'est bon, je peux envoyer T'ouvres la des boîte de doses. Pandore. Allez, on y va, quoi. C'est comme si, ouais, c'est ça, t'ouvres la boîte de Pandore, tu sais, tout le truc. Puis après, tu dégages tous les trucs qu'il y a derrière. C'est ça. Alors, souvent, quand je dis ça, ça fait un peu peur, mais je dis, mais non, mais parce que la vie, si elle serait lisse, mais vraiment, on se ferait chier, quoi. On Bah n'aurait oui, plus c'est rien ça. à apprendre, on aurait. Enfin, voilà, à un moment donné, même si tu avais que des réussites, bah, au bout de la 20e où il se passe rien, bah, ça te ferait même plus rien, tu serais même plus contente puisque ça devient la normalité, quoi. Donc, c'est aussi l'idée de se dire, bah, la vie est faite d'aléas, elle est faite de hauts, elle est faite de bas, et c'est OK. La seule chose, c'est qu'on travaille à ce qu'il n'y ait pas des hauts qui soient trop, trop hauts et des bas qui soient, du coup, trop, trop bas. Mm, Parce que du coup, à force, ça crée vraiment une espèce de yo-yo émotionnel c'est ça. qui fait qu'on s'épuise, quoi, à fonctionner comme ça. Et le corps amène, je trouve, cette compréhension et ça permet de vraiment, et toi tu dois le voir sur ta partie justement, plus sur l'inconscient, sur ce que tu disais tout à l'heure, Mm. mais à développer cette intuition qui va faire que tu vas être beaucoup plus connecté à ton être que à être connecté en fait aux obligations, aux croyances sociales C'est qu'on nous ça. a baratinées pendant toute notre enfance, quoi. Et t'as beaucoup moins peur, je trouve, de suivre carrément ton intuition et puis et d'aller vers beaucoup plus d'alignement, en fait. Moi, je m'aperçois que, tu vois, par rapport à il y a quelques années où je travaillais en entreprise et où j'ai fait un burn-out aussi comme toi. Alors, Voilà. heureusement, c'était en fin de contrat, donc j'ai pu derrière, on va dire, prendre un petit moment pour me rétablir et ça a été fluide de ce côté-là. Euh, mais c'est vrai que je vois par rapport à cette période-là et aujourd'hui, mais si on devait, en fait, sur une échelle de 1 à 10, tu vois, mon niveau, on va dire, de joie au quotidien aussi, de bonheur,
ok, j'ai mes moments aussi tu vois, où je dois régler certains trucs, faire certains réglages, débloquer certaines Ouais, normal, situations, ouais. normal. Mais de manière générale, c'est quand même plus, je suis plus proche des 10, tu vois, que je l'étais avant, où j'étais plutôt proche du 3-4, quoi. Mm. Donc, Ah ouais, mais je te comprends complètement, quoi. Et puis, tu es aussi moins, comment dire, déstabilisé, en fait, quand la vie t'amène c'est ça, des choses qui sont pas agréables. Et ça développe un une état d'esprit résilience. optimiste en se disant, OK, là, ce que je vis, c'est pas confortable. Il y a des fois, c'est même clairement pas du tout Oui, bah oui, c'est confortable, ça, mais tu sais que, voilà, tu as les ressources pour le dépasser c'est et ça, que ça va t'amener de toute façon un apprentissage et tu le vois plus comme une opportunité de exactement. grandir, puisqu'on est tous des êtres faits pour grandir, on n'est pas fait pour rester toujours au même endroit ou stagner. Et tu le vois plus comme un échec. Tu vois, moi, je considère que l'échec, ça n'existe pas. C'est juste Exactement. notre perception, en fait, qu'on met dessus qui va faire qu'on va le voir comme un échec. Parce que forcément, nous, les êtres humains, on n'aime pas trop quand les choses vont pas comme on veut, au rythme où on veut, de la manière où on veut. On aime bien tout cadrer, tout Ouais, contrôler. c'est ça, c'est Voilà. ça. Sauf que la vie, c'est pas du tout ça. Et Non, que souvent, la vie t'amène des choses dont tu n'avais même pas pensé, mais qui vont t'amener vers une vie qui est beaucoup plus épanouie, qui est beaucoup plus en adéquation avec toi. c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout vient au temps juste, au moment juste, à partir du moment où tu fais confiance à la vie, où tu te fais confiance à ton intuition et où tu suis un petit peu cette espèce de flow, c'est un peu ça, qui t'amène les choses justes à tel moment, à tel endroit, et Tout finalement, à c'est fait. fluide, tout est fluide. C'est ça. Et c'est en fait notre perception et notre besoin de contrôle qui fait souvent que les choses sont difficiles. C'est pas C'est tellement ça. quand les choses arrivent. Je sais que souvent, même dans le développement personnel, on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives. Ouais, Moi, mais je non. suis tout le temps en train de reprendre les gens à cause de Ouais, ça, en disant une émotion à la base, c'est neutre. ouais, C'est juste une information qui va te dire ce que tu vis à l'intérieur et pas en adéquation avec ce que tu perçois de la réalité. Et c'est juste d'apprendre en fait à voir que par exemple, quand je suis en colère, là, je n'ai pas posé mon cadre, je n'ai pas fait respecter mon territoire, ou il y a quelque chose voilà, qui mérite d'être travaillé, ou il y a une blessure qui n'est pas réglée. Mais il n'y a pas d'émotion négative. c'est Une ça. émotion désagréable, oui, parce qu'on ne va pas dire qu'on kiffe être en colère ou qu'on kiffe être C'est triste, ça. mais c'est toujours l'émotion va toujours te donner une information sur ce que justement ce que tu peux changer. Et on parlait de la responsabilité aussi tout à l'heure, c'est le fait de savoir que tu peux agir dessus, que tu n'es pas en train de le subir ou comme tu dis où on est coincé en fait dans un travail qui ne correspond pas et puis il y a beaucoup de gens qui le subissent sans voilà sans se dire qu'elles peuvent agir dessus. Et les émotions permettent ça, permettent de se dire ok là il y a un truc qui va pas, Mm. qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça, comment je peux remettre de la joie dans tout ça, parce que moi j'aime bien ce que tu disais là pour la joie, parce que souvent quand on vit des choses désagréables ou alors surtout dans la situation actuelle, tu as l'impression que la joie a complètement disparu et que forcément dans la situation actuelle qui est compliquée pour tout le monde, presque on peut plus ressentir de joie, on peut pas y mettre de la légèreté, alors qu'en fait c'est uniquement ta perception Bien sûr. des choses. Moi je sais que le confinement, ça m'a pas du tout impacté le premier confinement, j'étais avec mes enfants, enfin mon activité a décuplé totalement. Ouais, pareil. Donc voilà, donc après, c'est vraiment une perception. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont comme ça, comme j'entends souvent, mais toi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas vu de gens mourir, t'as pas. Ben Si, non, c'est pas vrai, bien sûr. mais Oui, c'est juste que mon c'est ça. regard est différent et que je ne vais pas laisser les événements extérieurs en fait m'impacter Ouais, c'est ça. émotionnellement et me mettre en mode PLS sous ma couette, à plus bouger, plus respirer, plus rien faire, quoi. À la rigueur aussi, quand ça t'impacte, c'est d'aller chercher aussi, qu'est-ce que j'ai à résoudre par rapport à cet événement aussi. C'est de me dire, finalement, cet événement, pourquoi est-ce qu'il se présente à moi? À quoi est-ce qu'il me renvoie qui est à l'intérieur de moi, en fait? C'est C'est plutôt ça, ça c'est aussi. exactement ça. Et ça, c'est quand vraiment tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive et que tu n'es pas en train de blâmer le monde entier pour ce qui peut se passer, quoi. Ouais. Ah, mais c'est bon, je crois qu'on pourrait avoir des débats là-dessus passionnants pendant des heures. Et je trouve ça vraiment super intéressant, notamment tout ce lien
notamment entre le corps et puis les émotions, les croyances, les mémoires. C'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment super intéressantes et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses dessus. Ouais, Bon, c'est pour ça qu'en général, je partage mon parcours même de façon libre, hein, même ce qui est arrivé à ma fille. Enfin, je le partage souvent librement, tout, pour montrer aussi qu'on peut vivre des choses vraiment très douloureuses parce que je peux te dire qu'être en burn-out professionnel et que 3 semaines après, avoir sa fille entre la vie et la mort, et puis bon, alors ça va faire très cliché ce que je dis, mais c'est vraiment arrivé comme ça. Quand tu as une bactérie qui la plonge dans un état voilà, entre la vie et la mort, le 23 décembre, juste avant Noël, et que du coup, tu passes un Noël où tu avais tout prévu, où tu avais prévu voilà, la famille, enfin des cadeaux à profusion, parce qu'à ce moment-là, c'était le premier Noël où on pouvait vraiment gâter plein de monde, où on avait les moyens de le faire, sauf qu'il manque un ingrédient principal, quoi. ouais. Et là, c'est de se dire, OK, quelle est ma priorité? Est-ce que c'est de gagner, d'être allé au Luxembourg pour gagner plein d'argent? Mais OK, mais du coup, ça a plus de sens quand tu te retrouves dans une situation comme ça. Et quand je le partage, c'est aussi pour te montrer que des fois, tu peux tomber très, très bas, mais tu peux rebondir et tu peux te sortir de toutes les situations, voilà, Tout que à tu, que fait. tu peux vivre. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui traversent des événements de vie hyper douloureux. Et c'est de se dire, ben voilà, tu peux rebondir et tu peux en faire quelque chose, quoi. De toute manière, c'est jamais pour nous embêter, entre guillemets. Moi, je crois profondément qu'il y a ni bien ni mal, c'est pas ça, mais c'est plus. Moi, je parlerais plutôt de choses qui viennent révéler un petit peu notre ombre, des choses qu'on a à travailler chez nous pour C'est se ça. réaligner justement, et après des révélateurs aussi de lumière qui vont correspondre au moment de joie en disant, bah, ok, là, c'est bon, t'es aligné. C'est plus un peu un cadrage qu'on nous fait, on nous téléguide en quelque sorte de manière à ce qu'on soit vraiment à notre place au moment où il faut, quand il faut, etc. Et que ça roule. Exactement, c'est exactement ça. Enfin, moi, j'avais une vie complètement décousue à ce moment-là, sans sens. Je partais à 6 heures du matin, je rentrais à 20 heures le soir, j'avais à peine du temps pour doucher, faire manger et coucher ma fille. Et puis j'étais dans un mode vraiment pilotage automatique. Et aujourd'hui, je peux te dire que le burn-out, ça a été un cadeau. Et ce qui est arrivé à ma fille, ça a été un merveilleux cadeau. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Parce que juste le burn-out professionnel, je pense que j'aurais juste changé d'entreprise en pensant que ça suffisait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, ça m'a tellement percuté parce que bon, quand tu es maman, bah, c'est sûr que là, pour le coup, ça va te toucher directement au point sensible. Mm. Et ben là forcément, ça, tu as une perte de sens totale et tu as besoin de remettre du sens dans ta vie et dans ce que tu veux faire. Tu peux Mm. pas faire autrement, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est super. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. C'est vraiment top. Bravo aussi pour ton parcours parce que vraiment, c'est hyper inspirant. Est-ce que tu aurais juste une dernière phrase peut-être de philosophie de vie ou inspirante à partager? Je dirais de prendre du temps pour soi. Moi, mon mantra, c'est vraiment carpe diem. C'est que, voilà, cueille le jour présent. Et c'est vraiment de se rendre compte que la vie est courte et que des fois, on se prend la tête pour des choses inimaginables. Mais c'est de remettre du sens, en fait, dans sa vie, dans ce que l'on fait, et de vraiment s'autoriser à vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Pas celle du voisin, pas celle que maman a écrite pour vous, mais vraiment celle qu'on a vraiment envie de vivre. Moi, je sais que, voilà, c'est notamment ces 2 dernières années, ça m'a aidé à faire des gros changements de vie. J'ai quitté l'Alsace, je suis partie complètement à l'ouest pour vivre au bord de la mer. Euh, Tout le monde me prenait pour une écervelée juste parce que c'était juste pour vivre au bord de la mer et que je partais avec 2 enfants en bas âge, mon mari qui était encore ailleurs à ce moment-là. Enfin, et c'est de se dire que tout est possible et qu'on a les ressources à l'intérieur. Les ressources, c'est pas à l'extérieur. Bien sûr, en se faisant accompagner, on va accélérer le processus et on va permettre de se connecter à l'intérieur. Mais par contre, les ressources, elles sont internes. Elles sont pas dans du matériel, dans des fringues, dans je ne sais quel truc encore. Et Carpe Diem, c'est ça. C'est vraiment se reconnecter à l'essentiel et se reconnecter à soi, quoi. Ok, super. Bah, je te remercie énormément, Elodie. Écoute, bah, je vais mettre en lien du coup du podcast aussi ton site internet, tes liens pour te contacter pour ceux qui voilà qui le souhaitent. Et bah, je te remercie énormément en tout cas d'avoir répondu à cette interview.
Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un épisode de votre podcast. Avec grand plaisir, merci. Et puis, Merci à bonne toi. continuation à tous. Merci, à bientôt. À Au revoir. bientôt.